Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent, troisième partie de cette édition avec l'actualité parlementaire et politique. Dans un instant, c'est Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui sera notre invité. Pour l'instant, les titres de cette actualité. Ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La presse dispose désormais des armes juridiques pour négocier avec les grandes plateformes Internet pour la diffusion de leur contenu en ligne. Le Sénat a adopté à l'unanimité la loi qui crée un droit voisin, à l'image du droit d'auteur. Franck Riester, le ministre de la Culture, parle d'un texte essentiel pour notre démocratie. La visite d'Édouard Philippe en Corse, le Premier ministre est sur l'île pour 2 jours, une visite sur fond de tensions avec la majorité territoriale alors que les élus corses réclament toujours l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution. Explication, analyse à suivre. Et puis, aucune école primaire ne fermera sous mon quinquennat sans accord avec les élus. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Pourtant, ce sont 400 écoles qui vont fermer dans les jours qui viennent. Les syndicats dénoncent une politique de remplissage des classes dans des territoires déjà oubliés de la République. Reportage à suivre. Mieux rémunérer les auteurs pour la publication de leur contenu en ligne. Ce sera désormais une réalité. Le Sénat a voté hier la création d'un droit voisin. Franck Riester, le ministre de la Culture, parle d'un texte essentiel pour notre démocratie. Je vous propose de l'écouter. Il détaille le mécanisme mis en place. C'est un peu technique. Si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois, une commission administrative paritaire aura 4 mois pour faire aboutir la négociation par la voie de la médiation. Sinon, elle fixera elle-même la part appropriée et les modalités de répartition entre les différents ayants droit. 400 écoles rurales vont fermer leurs portes d'ici quelques jours. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à maintenir ces écoles primaires, sauf accord avec les maires. Des maires qui disent aujourd'hui voir cette situation leur être imposée. Les syndicats parlent de politique de remplissage. Les détails avec Sandra Cerquera. Plus de 350 écoles seront fermées à la prochaine rentrée. Emmanuel Macron avait pourtant promis le contraire en avril dernier, affirmant qu'aucune école ne fermerait sans l'accord du maire. Parmi les établissements contraints de fermer, 150 le seront sur décision de l'Éducation nationale et 250 par les élus locaux dans le cadre de projets de fusion et regroupement d'écoles. Le problème, d'après Françoise Laborde, c'est que les maires n'ont souvent pas d'autre choix, faute de moyens pour maintenir leur école ouverte. La sénatrice y voit une atteinte de plus au monde rural. Il est évident que ça revient moins cher aux communautés de communes, donc aux communes, bien sûr, par ricochet, de se regrouper. Et elles se regroupent parce qu'elles ont moins de dotation, parce que ça revient moins cher de ne chauffer qu'un bâtiment, de faire du ménage que dans un bâtiment. Enfin, il faut être pragmatique. Par contre, le maire fait un choix d'importance. Parce que si après il vient dire « mon village se meurt », ces fermetures sont le résultat d'une politique de refonte de la carte scolaire qui tend à réunir les écoles de village dans des regroupements pédagogiques concentrés, les RPC. À cause de la baisse des effectifs, selon la sénatrice Céline Brulin, et du dédoublement des classes de CP-CE1 en REP à quasi moyen constant. Si on n'ouvre pas de postes, on ne risque pas de pouvoir répondre à la fois aux besoins de dédoublement dans les CP, les CE1 en REP et REP+, mais aussi tous les autres besoins, parce que c'est aujourd'hui ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, et ça n'est pas acceptable. L'école dans la République doit être garante d'égalité entre les territoires. Les syndicats assurent que plus de 800 classes ont déjà fermé l'an dernier en zone rurale. C'était d'ailleurs l'une des sources de mécontentement des Gilets jaunes, la disparition progressive des services publics près de chez eux, les obligeant à prendre toujours plus loin et plus souvent leur voiture. 125 000 copies du bac qui ne seront peut-être pas rendues demain. Une situation inadmissible, dénonce Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il était notre invité à l'instant. Je vous propose de l'écouter. C'est inacceptable qu'on prenne en otage des dizaines de milliers d'élèves. Eux ne demandent rien, ils n'ont rien fait. Et j'en appelle évidemment au sérieux de ces éducateurs qui montrent le mauvais exemple. Mais il ne faut pas que M. Blanquer se contente du communiqué qu'il a fait hier soir en expliquant qu'on allait prendre la moyenne obtenue durant l'année scolaire au cours des contrôles continus. Moi, ce que j'attends, c'est que s'il y a vraiment rétention, eh bien, il y ait des sanctions. C'est absolument inacceptable. J'ai entendu M. Blanquer, il parlait comme un recteur.
j'attends qu'il parle comme un ministre, avec l'autorité d'un ministre sur sa propre administration. On ne peut pas, en France, quelles que soient par ailleurs les revendications légitimes ou pas des enseignants, accepter ce genre de choses. Parce que c'est inacceptable. C'est inadmissible. Voilà, on continue de poursuivre cette actualité ce matin politique et parlementaire. Avec vous, Saveria, dans un instant, on reçoit Patrick Kanner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. A tout de suite. Voilà, Patrick Kanner ne va pas tarder à arriver. Il arrive, il fait son entrée en direct. Bonjour Patrick Kanner, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Patrick Kanner. Président du groupe socialiste au Sénat. On vient d'entendre Bruno Retailleau, le président de la droite sénatoriale, qui nous dit que c'est inadmissible cette situation avec les épreuves du baccalauréat et 125 000 copies qui ne seront peut-être pas rendues demain. Comment vous qualifiez cette situation? Est-ce que c'est une prise d'otage des professeurs, quelle que soit la légitimité de leurs revendications? C'est totalement inédit. On n'a jamais vu une grève de professeurs, même si elle est minoritaire, sur le sujet aussi important qu'est le bac, et notamment la remise des épreuves et des notes en l'occurrence. Mais c'est une prise d'otage ? Non, j'aime pas cette expression. Ça veut dire simplement qu'il y a un malaise tellement énorme dans l'éducation nationale qu'aujourd'hui, les professeurs n'ont plus que cela pour pouvoir exister et dire « mais nous voulons un peu être écoutés ». Alors, je mesure totalement le stress, encore une fois, des familles, des étudiants, des élèves, des lycéens. C'est une situation anormale. Mais la vraie question, c'est pourquoi en étant arrivé là? Et aujourd'hui, je pense que M. Blanquer devrait ouvrir les portes et les fenêtres pour comprendre qu'il y a une formidable demande de services publics, mais de bons services publics de la part des enseignants. Patrick Kanner, autre sujet dans l'actualité sénatoriale. Le Sénat a voté hier la création de l'Agence nationale du sport. Il a également conforté sa gouvernance. C'est une avancée nécessaire dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait encore une loi pour créer une agence ? D'abord, regardons le contexte. Non, mais c'est une question que le public se pose. Oui, mais je vais vous répondre naturellement. Une agence nationale du sport, pourquoi pas ? À condition que ça ne démobilise pas l'ensemble du système sportif français. Aujourd'hui, les fédérations sont très inquiètes. C'est elles qui vont porter les futurs champions, les fameuses 80 médailles espérées pour les JO de 2024. On crée une agence nationale du sport, qui n'est pas d'ailleurs pilotée directement par le ministre, mais par monsieur Marlex, donc c'est quelqu'un de très très bien, mais voilà, Castex, pardon, pas Marlex, Castex, c'est quelqu'un de très très bien, mais qui n'est pas un politique au sens classique du terme, ce n'est pas un élu au sens classique du terme. Premièrement. Deuxièmement, le budget du sport diminue. On supprime les conseillers techniques et sportifs à tour de bras. On limite les moyens des clubs amateurs au travers de la baisse drastique des contrats aidés. Quand vous cumulez tout ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à maltraiter le modèle du sport français issu de Léo Lagrange, Front Populaire, mais aussi issu de Maurice Herzog, après la Seconde Guerre mondiale, à quelques années de l'avènement le plus important. Moi, je suis très très inquiet. C'est pour ça que j'ai interpellé durement, sèchement, la ministre pour lui demander exactement quelle était sa volonté, en lui rappelant quand même que c'est le modèle du sport français qu'elle est en train de fragiliser qui lui a permis de devenir la grande championne de natation que nous connaissons. Autre grand sujet politique qu'on va aborder avec vous, Patrick Kanner, les municipales. On a appris cette semaine que votre propre directeur de cabinet a été investi par La République En Marche dans la Drôme. Vous le vivez comment? Est-ce que c'est une trahison? Tout d'abord, ce n'est pas mon directeur de cabinet, c'est mon chef de cabinet, premièrement. Deuxièmement, il n'a pas été investi par En Marche. Donc, excusez-moi d'être précis, parce que quand on touche à un collaborateur, Wilfried Payès, il faut être précis. Je tiens à le dire, c'est un homme de gauche qui a porté, avant même la création d'En Marche, l'opposition de gauche dans sa ville de Bourg-les-Valences, dans son agglomération issue donc du territoire, qui aujourd'hui va avoir une liste majoritairement socialiste, qui va s'inscrire divers gauche, et qui Est-ce que cette effectivement... liste aura l'étiquette PS? Non. Il est divers gauche. Il y aura des socialistes et qui seront manifestement majoritaires dans cette liste. En Marche soutient la démarche progressiste de M. Payès, dont acte. Ce que je veux dire par là, chère madame, c'est qu'on est devant un phénomène de cuculidés. Les cuculidés, c'est la famille des coucous. D'accord. Un coucou, c'est quoi? C'est un oiseau sympathique qui a tendance à faire ce qu'on appelle du parasitisme de couver, c'est-à-dire qu'il pond ses œufs dans l'espèce à côté,
C'est l'espèce à côté qui fait la couvée et qui, en plus, alimente. Donc, si En Marche a du courage, je n'en doute pas, eh bien qu'En Marche présente dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants des listes, parce que le suffrage universel, c'est l'honneur de la République, c'est aussi la sanction de la politique qu'on veut mener, et donc qu'En Marche compte, et nous verrons bien plus tard. Est-ce que vous craignez d'autres défections? Olivier Faure a dévoilé la stratégie du Parti socialiste en vue des municipales, et il est très ferme, il dit aucune alliance avec En Marche. Oui, aucune investiture, par définition avec En Marche. Après, que des situations locales amènent à ce qu'un homme de progrès ou une femme de progrès de gauche puisse être soutenu, Olivier Faure l'a dit, être soutenu c'est une chose, avoir l'investiture en est une autre. Toujours sur ce sujet, lors du discours de politique générale, vous aviez à la tribune fustigé les manœuvres du gouvernement, les manœuvres de certains ministres, des textos envoyés à des membres de votre groupe pour faire pression justement sur ce groupe lors du vote. Ces messages de ministres, c'était des menaces? Il y a une tentative de captation, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai appelé la féodalisation de la vie politique française. Venez baiser ma main et vous aurez l'onction de l'Élysée, du château. Qui est à la manœuvre? Écoutez, c'est une manœuvre générale. C'est-à-dire que comme on n'a pas envie de se compter, on essaye d'aller parasiter, encore une fois, qui, au sein les du groupes. gouvernement, essaye de voler vos troupes, j'allais dire. Écoutez, chacun sait qu'il y a aujourd'hui la volonté de créer un pôle de gauche, d'ailleurs qui a du mal à se constituer, manifestement, un agir de gauche comme il y a un agir de droite. Pour les nommer, Didier Guillaume, trois ministres, Jean-Yves Le Drian, Didier Guillaume et Olivier Dussopt, sachant qu'il y a d'autres ministres issus de la famille socialiste, comme Florence Parly, par exemple, ou qui se revendiquent de gauche, comme Madame Belloubet. Je ne crois pas un seul instant à la prospérité de cette démarche, parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement a une ligne politique économique et sociale qui est de plus en plus à droite, une droite libérale, ce qui ne nous empêchera pas, d'ailleurs, le moment venu, de soutenir des propositions. Sur la PMA, il est évident, sous réserve bien sûr d'inventaire du texte qui n'est pas encore sorti, il est évident que la gauche, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, soutiendra la PMA, donc la procréation pour toutes les femmes dans ce pays. Mais dans toutes les hypothèses, il y a une place pour la gauche. Il faut d'ailleurs, je crois, pour le bien-être de notre démocratie et de notre République, il faut une place pour la gauche de gouvernement. Vous aviez vous-même récemment lancé une grande réflexion justement sur reconstruire l'alternative à gauche. Le 17 juillet, c'est le pot de fin de session des sénateurs socialistes. Vous allez accueillir le banc et l'arrière-banc du parti, Olivier Faure, Bernard Cazeneuve et François Hollande. Première fois que les grandes figures socialistes seront réunies, en tout cas publiquement. Il est là l'avenir de la gauche, c'est Bernard Cazeneuve et c'est François Hollande, l'ancien chef de l'État. Écoutez, nous avons, nous, une histoire, à la différence de la Macronie. Une histoire glorieuse, diraient les historiens, de plus de 100 ans maintenant de socialisme dans notre pays. Nous avons un groupe, deux groupes parlementaires qui font plus de 100 parlementaires. Nous avons 50 000 élus locaux socialistes ou assimilés socialistes comme M. Payès, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc dans ce cadre-là, nous avons encore une place dans la vie politique. Patrick Henner, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo du 17 juillet avec François Hollande, Olivier Faure et Bernard Cazeneuve? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que vous aurez voulez aussi dire? Martine Aubry, vous aurez aussi Jean-Marc Ayrault, vous aurez aussi Lionel Jospin. Voilà, et Laurent Fabius. C'est le retour des éléphants, c'est le PS qui renaît de ses cendres. Si vous voulez, tout d'abord, je trouve que l'éléphant est un animal sympathique, qui montre sa force en tant que tel, mais c'est surtout le vrai monde. Vous savez, entre le nouveau monde et le vieux monde, il y a aussi le vrai monde. Ceux qui ont exactement porté les responsabilités dans ce pays, et parfois dans des conditions extrêmement difficiles comme Bernard Cazeneuve. Et pour moi, réunir la famille socialiste, la galaxie socialiste, au travers de ce pot, qui n'est qu'un pot amical, ce n'est pas un congrès ou une convention du Parti socialiste, c'est l'occasion de dire que vous pouvez compter sur nous. Et c'est vrai que François Hollande et Bernard Cazeneuve, ensemble, c'est aussi une partie de l'histoire de notre pays qui se retrouve. C'est l'histoire, c'est le vieux monde en un mot. Est-ce que c'est l'avenir? C'est pas le vieux monde, je ne vous laisse pas dire cela. Non, le vrai monde. J'ai dit le vrai monde. Excusez-moi. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est l'avenir? Parce que la question, elle est là. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que Bernard Cazeneuve, c'est l'avenir? L'avenir, c'est mélanger des jeunes parlementaires avec ceux qui ont eu l'expérience la plus importante au niveau de l'État. Et c'est cette alchimie qui nous permettra d'exister demain dans ce pays. Et je pense que Bernard Cazeneuve, qui est un homme d'État, Bernard Cazeneuve, qui est une force politique pour la France, aura toute sa place dans cette reconstruction. Merci beaucoup, Patrick Henner. Patrick Henner, j'ai une question à poser à l'ancien ministre de la Ville, mais des Sports. Celle qui vous a succédé au ministère des Sports aujourd'hui, Roxana Maracineanu, a et va reconnaître le MMA
les sports de combat mixtes en France au début de l'année prochaine. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, compte tenu de l'extraordinaire succès qu'ont ces sports ? Et pourquoi ça vient maintenant, alors que vous avez été ministre plusieurs années et que ça n'avait pas été fait sous votre magistère ? Avec mon collègue Thierry Braillard, qui était le secrétaire d'État en charge des sports, nous nous sommes toujours opposés. Et quels que soient les lobbies, les enjeux financiers, médiatiques, nous considérons que le MMA est un sport d'une violence extraordinaire, que taper un homme à terre, le frapper, c'est pas pour moi du sport. Ça ne sera pas le cas dans cette reconnaissance. Oui, enfin, vous savez, vous ouvrez la porte et après, le reste suit. Donc moi, je suis extrêmement perplexe. Mais c'est une combinaison de sports de combat qui sont déjà reconnus. Donc au fond, elle ne fait qu'avaliser une situation de fait. Oui, mais c'est comme pour les produits illicites, quoi. Hein. C'est un produit illicite, donc on va les reconnaître. Moi, je considère que le vrai sport de combat, les vrais sports de combat, ce sont les sports martiaux et le noble art qui est la boxe anglaise ou la boxe française. Moi, je suis toujours très impressionné par les images que je vois du MMA sur des chaînes privées et je ne suis pas certain que ce soit un exemple à donner à nos jeunes dans ce pays. En a votre avis? Merci beaucoup. Patrick Caner, merci. On passe Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis dans le reste de l'actualité, un autre sujet important, améliorer les conditions de travail des femmes de chambre. Marlène Schiappa a décidé de faire de cette question un enjeu de politique publique. Elle était notre invitée hier, je vous propose de l'écouter. La question des conditions de travail des femmes de chambre, ça n'a jamais été un sujet gouvernemental jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, je m'empare de la question. Donc j'ai décidé de faire de cette question un enjeu de politique publique en 2 temps. D'abord en confiant une mission au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est une instance de dialogue social spécialisée de l'égalité femmes-hommes que je préside, dans laquelle il y a des représentants des syndicats patronaux et salariés, des personnalités qualifiées. Ce conseil me fera des propositions concrètes qui se transformeront en actions, mais sans attendre, j'ai dès aujourd'hui réuni, demandé aux représentants des fédérations, des agences, des principales agences qui emploient ces femmes de chambre, venir au ministère pour qu'on fasse un premier tour de table des points d'amélioration qui existent à cet égard. Voilà, je pense que maintenant, il faut privilégier d'abord le mieux-disant social, mais surtout se mettre autour de la table et prendre des engagements concrets qui, au-delà des bonnes intentions, vont vraiment changer la vie de ces femmes et surtout travailler contre une forme d'invisibilité. Saveria, que se passe-t-il au Sénat, à l'agenda? Beaucoup de choses, comme toujours à 9h, un grand colloque sur la lutte contre les violences en France, un colloque sous le patronage de Gérard Larcher, organisé par le groupe Les Républicains, en présence de Bruno Retailleau et de François-Noël Buffet. Politique et experts se penchent sur la question de la violence et les moyens pour y remédier. À 10h30, les conclusions de la commission mixte paritaire sur la réforme de l'école. Députés et sénateurs sont tombés d'accord. Ils ont notamment retenu la suppression des fusions école-collège auxquelles s'opposaient justement les sénateurs. Et puis à 11h, c'est la mission d'information sur les transports aériens qui entend Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Voilà, un bon programme. Merci Saveria. On passe à l'œil de l'éclairage de cette matinale d'info dans un instant. C'est Arnaud Benedetti, qui dirige la revue politique et parlementaire, qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour Arnaud, on va parler avec vous. Cette visite du Premier ministre Édouard Philippe est en Corse depuis hier et encore aujourd'hui, visite sous tension. Il faut se rappeler que les élus corses avaient boycotté la venue du président d'Emmanuel Macron début avril pour la dernière étape du grand débat. Et la première information, ils se sont vus. Édouard Philippe a discuté avec Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni. Qu'est-ce qu'il est sorti de ces discussions ? Il s'agit de renouer les fils du dialogue après, disons, de longues semaines et même de longs mois de malentendus entre l'État et la collectivité territoriale, enfin la collectivité corse. Si vous voulez, il y a un malentendu qui finalement remonte quasiment presque à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron quand on essaye de retracer la genèse de cette affaire. C'est que Emmanuel Macron, lorsqu'il s'était rendu lors de sa campagne à Bastia en 2017, avait proposé la possibilité d'un droit d'expérimentation, ce en quoi déjà la majorité nationaliste de l'époque avait considéré que ce droit à l'expérimentation, c'était une porte ouverte finalement à l'une des revendications institutionnelles, qui est une des revendications institutionnelles matricielles des nationalistes, c'est-à-dire le processus d'autonomie interne. On va en parler. Il y a une annonce dans ce qu'a dit Édouard Philippe, une annonce en tout cas, des mots qui ont été prononcés. La Corse et ses spécificités ont toute la place dans ce projet. Ouvrir la voie à la différenciation des territoires, c'est aussi cette
différenciation territoriale, c'est aussi, on a entendu le président Macron en parler, c'est porté par la révision constitutionnelle sur laquelle le gouvernement travaille justement. Oui, alors le gouvernement a toujours dit, et le président de la République également, ainsi que le Premier ministre, ont toujours proposé l'inscription de la Corse dans la Constitution. De la spécificité. Corse dans la Constitution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la révision constitutionnelle est en panne et elle ne permet pas, en tout cas, de mettre en place l'une des revendications. C'est l'une des revendications, pas la seule, des nationalistes corses. Encore faut-il s'entendre ce que l'on met derrière cette spécificité. Alors, ce que dit Édouard Philippe, ce qu'il a dit hier dans une interview, de toutes les régions françaises, la collectivité de Corse a d'ores et déjà le statut qui lui donne le plus de compétences. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai parce qu'il y a eu déjà une première réforme en 81, il y a eu une deuxième réforme à la fin des années 80 avec le statut JOX, il y a eu une troisième réforme avec la collectivité territoriale à la fin des années 90, il y a un exécutif et une assemblée, il y a des dispositions tout à fait spécifiques qui permettent à la collectivité corse de mener un certain nombre de politiques, mais aujourd'hui les revendications de la majorité nationaliste qui constitue une coalition, il ne faut jamais l'oublier, entre des autonomistes qui sont majoritaires et des indépendantistes, c'est une revendication qui repose sur 5 axes. Le premier axe, c'est bien évidemment d'abord une autonomie fiscale. Le deuxième axe, c'est le statut de résident. Le troisième axe, c'est un axe qui est évidemment pour le coup là extrêmement polémique, c'est le rapprochement des derniers prisonniers dans l'île, c'est la co-officialité et puis c'est le cinquième axe, c'est l'autonomie interne telle qu'elle existe dans d'autres régions européennes et dans les îles méditerranéennes. Pour terminer sur cette question, sur ce qu'il s'est dit justement depuis hier, qu'en est-il encore une fois de l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution ? C'est au cœur des discussions. C'est lettre morte, vu l'état de la révision constitutionnelle ? Le Premier ministre a réitéré sa volonté, en effet, de voir cette disposition inscrite dans la révision constitutionnelle, sauf qu'aujourd'hui, en effet, la révision constitutionnelle est pour l'instant en panne, donc ce qui stoppe bien évidemment le processus. Il y a d'autres concessions que les dirigeants corses pourraient obtenir ? Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la majorité nationaliste, et notamment à travers son président Gilles Simeoni, a bien compris qu'il fallait renouer le dialogue et éventuellement trouver finalement des solutions, même sur un mode dégradé par rapport à leurs revendications, qui sont les revendications essentielles qu'ils essayent de porter. La difficulté, c'est que manifestement, si le dialogue a été réouvert, on voit que quand même les malentendus demeurent. Très bien. Merci Arnaud Benedetti pour cet éclairage. Merci Arnaud beaucoup. Benedetti de cet éclairage. Merci. À bientôt. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Et la une, c'est sur la pression sur le bac de la Voix du Nord ce matin, Saveria. Tous les élèves auront leurs notes demain, assure Jean-Michel Blanquer. Des professeurs correcteurs ont décidé de ne pas rentrer les notes des bacheliers dans les logiciels pour protester contre la réforme du bac et du lycée. Si d'aventure une note manque, ce que nous faisons par exemple lorsqu'il y a une perte de copie, nous mettons la note de la moyenne dans la discipline concernée, a détaillé le ministre. Ce sera une note provisoire. Au total, ce sont 125 000 copies qui sont concernées sur 4 millions de copies au total. Le ministre qui a accordé 24 heures supplémentaires aux enseignants pour rendre ces fameuses copies. À la une de Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France, c'est les suites de la disparition mystérieuse d'un jeune homme pendant la fête de la musique. Oui, une centaine de personnes ont décidé de déposer plainte, d'attaquer l'État après l'intervention controversée des forces de l'ordre le soir de la fête de la musique. Des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Steve, ce jeune homme de 24 ans, disparu dans la nuit, reste toujours introuvable. Au total, ce sont 14 personnes qui sont tombées dans la Loire cette nuit-là pendant l'intervention des forces de l'ordre. L'IGPN, la police des polices, a été saisie de la question. Voilà, on passe au Dauphiné libéré. Plus aucun train entre la France et l'Italie pour l'instant. Ouais, c'est une terrible coulée de boue qui a rendu inutilisable pendant plusieurs semaines une des lignes TGV entre la France et l'Italie. C'est la ligne entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Cette coulée de boue a coupé l'axe ferroviaire Paris-Milan. La SNCF indique que la ligne ferroviaire sera fermée pendant plusieurs semaines, le temps des travaux. C'est aussi là, par cet axe, que circule la majorité des trains de fret entre la France et l'Italie. Puis par ailleurs, l'ensemble des trains régionaux sont également annulés.
Voilà, on termine avec la une du Républicain. Lorrain, c'est le combat des petits hôpitaux. Ils sont menacés, on en parle souvent ici, ils sont menacés par la réorganisation du système de soins voulu par le gouvernement. Les petits hôpitaux sont pourtant une vraie réponse aux besoins de proximité de la population. Reportage justement à lire à l'hôpital Saint-Jacques, c'est à Dieuze, en Moselle, où on se bat pour garder justement cette structure ouverte. Merci Saveria, on vous retrouve demain. Au revoir. Absolument, très bonne journée à tous, très bonne journée, à demain. Nous on continue, dans un instant la météo des territoires, vous allez voir le bleu sur la France, un peu chaud dans le sud bien sûr. Regardez les températures. Et puis ensuite, c'est le Zap Matin de Christophe Combariou qu'on regarde ensemble. A tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Nouveau couac sur les APL. Le Canard enchaîné dévoilait hier un nouveau coup de rabot sur ces aides personnalisées au logement. On avait dit qu'on allait transformer la méthode de calcul des APL et ne plus la baser sur 2 ans, les revenus de 2 ans avant leur paiement, mais la baser sur l'année juste avant les paiements. Il vaut mieux quand même avoir une aide qui correspond à vos besoins actuels qu'à ceux d'il y a 2 ans. Mais ça pose énormément de questions quant à la mise en œuvre. Cette réforme, qui est une réforme qui emporte un certain nombre de modifications informatiques, techniques dans les systèmes d'information, ne sera mise en place que à compter du début de l'année 2020. Les APL, c'est pas du luxe, c'est vital. Et quand on rabote les APL, quand on grignote les APL, on plonge des familles dans un désarroi le plus profond. C'est donc bien un acte 2 qui commence pour notre Europe, avec une nouvelle équipe profondément renouvelée, de nouveaux visages, un nouveau souffle. Une bonne nouvelle, d'abord, la prise de responsabilité à la BCE de Christine Lagarde, qui est une ancienne ministre de Jacques Chirac, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, très grande professionnelle, je crois, incontestée. Ce sont des personnalités de second rang, c'est un rang médiocre qui arrange certes Emmanuel Macron, Angela Merkel et Pedro Sanchez, mais qui n'arrange pas du tout l'Europe. Du point de vue strict, l'égalité entre les hommes et les femmes en politique, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais une fois que j'ai dit ça, vous comprendrez que je trouve que le pacte global indique une accélération de la politique qui est menée à l'échelle européenne. On a décidé de placer à la tête de la Commission européenne une proche de Madame Merkel, une dame qui se déclarait il y a quelques années favorable à la construction, à la constitution des États-Unis d'Europe. Donc je l'annonce dès maintenant, strictement rien ne changera. Enfin, un coup de frais, c'est enfin la lumière qui est refaite sur ces institutions européennes qui paraissaient un peu parfois obsolètes. Je suis venu vous parler de la Corse de demain, mais plus encore, je suis venu vous écouter me parler de la Corse de demain. Celle que nous voulons imaginer et construire ensemble, avec les forces vives que chacun représente ici. Il faudra qu'il y ait une évolution de la position de Paris, parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir en Corse une inquiétude qui se manifeste au sein de la société corse, véritablement une anxiété. Je crois que ce qui a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, depuis votre accession aux plus hautes responsabilités il y a 18 mois, ce qui a fait défaut, cruellement, c'est la mise en perspective politique. Voilà, demain, nous recevons David Cormand dans Territoire d'Info, l'invité politique. C'est le nouveau député européen écologiste qui sera sur ce plateau. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment demain aux mêmes heures. Bonne journée à tous. Au revoir.